Et bonjour à tous, on est de retour après une longue attente pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film Sinner, le dernier film de Ryan Coogler, avec sa star Michael B. Jordan, son acteur fétiche, on peut dire ça, puisqu'ils en sont déjà 3, 4, 5 films, on va compter ça après. L'affiche, elle est géniale. L'affiche, elle est géniale, oui, je suis d'accord. Pardon. Donc, je vais faire le pitch tout de suite. Alors, le problème, c'est que là, il me l'a mis en anglais. Bon, je vais la faire sans lire IMDb. Donc, c'est l'histoire de deux frères jumeaux au début du XXe siècle, donc au début des années 1900. Deux gangsters de Chicago qui repartent dans leur état natal, je ne saurais plus dire lequel. Ouais. Et ils décident d'acheter une vieille grange pour en faire un bar de blues dans lequel on chante du blues et dans lequel on boit de l'alcool et on joue aux cartes, etc. Donc un endroit pour les Afro-Américains de l'époque, et on les suit toute la journée pour préparer l'ouverture. C'est vrai que ça se passe sur une seule journée. Ça se passe sur une seule journée, ouais, et jusqu'au soir, et le soir va être des plus animés. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça. Et j'ai précisé que c'est un film qui a beaucoup d'influences différentes. C'est à la fois un drame, à la fois une sorte de film sur une époque de l'histoire américaine, mais c'est aussi un film d'horreur, un film d'action. Il y a beaucoup de mélange, mais tout va super bien ensemble. Exactement. Franchement. Mon fils, qu'as-tu pensé de Sinner, le dernier film de Ryan Coogler ? Franchement, moi j'ai adoré. Pour moi, c'est dans mes top 3 de l'année. J'ai pas encore mes 1 et 2. Mais c'est dans le top 3 en tout cas. Donc il pourrait peut-être finir top 1. Il pourrait peut-être finir top 1. En fait, on sait pas quelle place il va finir dans le top 3. Il est forcément dans le top 3. Oh, je suis d'accord. Est-ce que tu veux développer ou tu vas développer par la suite ? Je développe par la suite. Ok, très bien. Et moi aussi, j'ai adoré ce film. J'ai été emporté par son histoire du début à la fin. Je trouve que c'est un film original, qui est à la fois classique dans les thèmes qu'il aborde, mais original dans sa manière de le traiter. Ouais. Il mélange plein de genres différents avec une... il a même, et je ne l'ai pas précisé, il y a même un côté comédie musicale dans ce film qui est incroyable. J'aime pas ce terme parce que pour moi, comédie musicale, ouais. Alors, moi je vais préciser que c'est vraiment un genre que je n'apprécie pas du tout, les comédies musicales. J'en regarde aucune. Mais je déteste ça. Souvent c'est drôle, mais je trouve pas ça drôle. Donc moi j'ai pas vu La La Land, j'ai pas vu The Artist, j'ai pas vu tous ces trucs là. Donc dernier Joker. Le dernier Joker, je l'ai pas vu non plus. Donc la gitane, elle adorerait me traîner pour voir les comédies musicales, mais elle n'y arrive pas. J'ai pas vu non plus le dernier Audiard. Comment ça s'appelle le dernier Audiard ? C'est je ne sais pas. Bon, ça va me revenir après. C'est pour ça que j'aime pas traiter ce film d'une comédie musicale. Mais il y en a... Parce qu'il y a 2-3 musiques par-ci par-là. Mais là, je trouve que ça fonctionne particulièrement bien. Peut-être aussi parce que c'est léger. Oui, c'est léger. Non, mais c'est léger en temps. Mais voilà, bon, il y a beaucoup d'influences de plein de styles. Une très bonne réalisation, bon, un acteur... très bonne réalisation. Bonne réalisation. J'ai beaucoup aimé les couleurs du film et les jeux de lumière. Ouais, je suis d'accord. Et puis un acteur, Michael B. Jordan, qui est exceptionnel. Hein ? Est-ce que c'est notre nouveau Denzel ? Ah ouais. À fond. Écoute, il a pas encore atteint Denzel, parce que je te le disais en sortant, je trouve que pour l'instant il joue quand même un peu toujours la même chose, mais il le joue tellement bien que ça fonctionne. Moi je fais une comparaison au football. Je le compare à Lamine Yamal. Ok, alors vas-y, développe ce parallèle audacieux. C'est un peu un nouveau qui arrive, enfin c'est
un nouveau montant, parce qu'il est pas si jeune que ça. Ah, il est pas si jeune que ça, parce que quand on va... Alors vas-y, je te couperai. Non, vas-y. Parce qu'en fait, c'est un acteur qui a commencé très très jeune. En fait, il était gamin dans la série The Wire. Et la série The Wire, elle date du début des années 2000. Donc c'est quelqu'un en fait qui est sur les plateaux de cinéma depuis 20 ans. Alors il est jeune parce qu'il doit avoir 35 ans, quelque chose comme ça. Alors attends, on va la regarder tout de suite. Alors il est né quand? En haut, c'est écrit où? En 87. Tu vois, il approche des 40 ans, hein. Ouais. Donc il est pas si jeune que ça. Et donc il a commencé dans The Wire, il a déjà une très longue carrière. Mais c'est vrai qu'il fait encore un côté jeune. Donc vas-y, excuse-moi. Parce que en fait, il devient connu en ce moment, non? Il n'était pas si connu que ça avant. Je pense que c'est Creed qui le fait passer. C'est Creed, mais Creed, c'est quoi, 2012? Alors, le premier Creed. Alors, attends. Tu vois, Creed 2, 2015, c'est 2018. Peut-être. Le Creed 1, c'est 2015. Donc, pour moi, voilà. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. En 2015, il fait à la fois Les 4 Fantastiques, qui est un énorme flop, et il fait le premier Creed. Et je pense que c'est là où il a un... C'est là où il commence à devenir connu. Ouais, il a un basculement dans sa... Le basculement dans sa carrière, c'est 2015. C'est là où il commence vraiment à être connu, et derrière, il va enchaîner... Et il enchaîne Black Panther. Et il enchaîne Black Panther en 2018. C'est lui qui fait Black Panther ? Il est le méchant. Ah oui. Oui. C'est le méchant de Black Panther. Tiens, il est dans Kin, le commencement. Ok. Ensuite, il fait Creed 2. Sans aucun remords, c'est le premier gros film d'action qu'il fait. Mais ça, c'était un truc directement Amazon, je crois. Directement Prime. C'est marrant parce que, tu vois, je trouve que c'est un type qui tourne pas tant que ça. Il fait plein de trucs pour le jeu vidéo, c'est marrant. Et bon, alors il doit avoir un tout petit rôle parce que moi je m'en souviens pas dans Black Panther 2, mais a priori il joue encore. Creed 3 2023 et Sinner là. C'est un acteur qui tourne peu, hein, en fait. Ouais, il tourne peu, mais tous les films qu'il fait, il se loupe pas quoi. Je suis d'accord. Et donc, tu vois, il fait Creed, parce que pour moi, le premier Creed, c'est déjà Ryan Coogler. Bon, là, on est en train de passer... Ouais, là, on est en train de littéralement faire la filmo... on fait le truc carrément dans le désordre, c'est pas grave, on s'adapte. Mais tu vois, donc c'est Ryan Coogler qui fait déjà le premier Creed. Et de tête, c'est aussi lui qui fait le 2, c'est lui qui fait le Black Panther... Alors, mais je sais pas s'il fait le 3. Alors attends, le Creed 2. Le Creed 2. Ah bah non, tu vois, c'est pas Coogler qui fait Creed 2, ok. Et est-ce qu'il fait le 3? Alors, le 3 c'est... Ah mais non, le 3 c'est Michael B. Jordan lui-même qui réalise. Mais oui, ça y est, je me souviens. Donc en fait avec Coogler, il a fait le premier Creed, le Black Panther et maintenant Sinner. Donc c'est le 3e film qu'il fait avec. Ok. Bref, on s'est perdu en route. Et du coup, je trouve que c'est un peu l'étoile montante, comme Lamine Yamal dans le football en ce moment. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre comparaison? Moi, tu vois, je le ferais plus le Dembélé. Si je devais faire la comparaison avec le foot. Dembélé, parce que c'est le joueur prometteur qu'on n'a jamais vu complètement exploser et qui cette année explose. Ouais. Aux yeux de tous, mais qui est en réalité pas si jeune. J'aime pas Dembélé. Qu'est-ce qu'on a pensé de la partie de l'histoire? Je te propose qu'on revienne un peu sur le scénario. Donc, c'est à la fois un film historique qui raconte en fait une période, parce que je crois que c'est pas précisé, mais je pense que c'est pendant la Prohibition, ou en tout cas j'ai pas fait attention. Est-ce que tu sais ce que c'est que la Prohibition? Non. La Prohibition, c'est une période de l'histoire américaine au début des années 1900 pendant laquelle l'alcool était interdit. Ok. L'alcool était considéré comme une drogue. Et donc tu pouvais, et donc il y avait tout
notamment les gangsters, ceux qui vendraient de la drogue aujourd'hui, à cette époque-là, vendaient de l'alcool. Al Capone, notamment, vendait beaucoup d'alcool. Ça m'étonnerait parce que la scène au tout début où il recrute le mec, le vieux, tu sais, qui est tout le temps bourré. Ouais. Bah justement, voilà. Bah, je me demande si c'est pas de l'alcool de contrebande, justement. C'est justement ça, je pense, le truc. C'est justement pour ça que... tous, hein. Alors, c'était une période où tu avais plein de bars clandestins, tu te faisais passer, en fait... Oui, mais là, il était dans la rue, hein. Non, il était dans une gare. Oui, Il était dans une gare. Bon, je sais pas, mais il y a en tout cas, bon, bref. on est dans ces eaux-là. On est dans cette période-là, donc il y a vraiment ce côté on est encore dans un moment où la ségrégation est importante entre les Noirs et les Blancs. Donc c'est vraiment un film dans lequel les Noirs cherchent à avoir leur propre lieu, le propre lieu pour pouvoir se retrouver. C'est un film qui a une thématique très puissante autour de la musique. Donc là c'est incarné par le blues, mais il y a toute une séquence dans laquelle il montre à quel point la musique connecte les hommes et connecte en fait les histoires et le temps. Ouais. Donc il y a toute cette thématique là, et c'est une manière aussi de connecter toutes les histoires afro-américaines, comment en fait ces peuples qui ont été déportés d'Afrique, esclavagisés, je suis pas sûr qu'on le dise, rendus en esclavage aux États-Unis, etc., jusqu'à cette période-là. En fait, ils sont tous liés les uns aux autres, notamment à travers une sorte de mystique de la musique. Oui. Et donc il y a tout ça. Et puis il y a toute une couche horreur. Ouais. Qui est assez étonnante. Et alors là, pour le coup, c'est très inspiré d'un film que tu n'as pas vu, mais c'est vraiment très proche de Une nuit en enfer, le film avec Tarantino, George Clooney, comment il s'appelle cet acteur, ce réalisateur, ça me revient plus, ça me reviendra plus tard. Donc c'est exactement la même structure que ce film-là, sauf que Une nuit en enfer est beaucoup plus dans le film d'horreur, alors que celui-là est beaucoup plus un drame, je pense. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire ? Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je trouve qu'elle s'entrefilait très bien. Voilà. Toi, tu avais beaucoup d'attentes sur ce film. J'avais beaucoup d'attentes sur ce film parce que la bande-annonce m'en donnait beaucoup envie. Ouais. Et j'ai franchement pas du tout été déçue. Pourtant, est-ce que c'est le film auquel tu t'attendais ? Absolument pas. Ah, moi c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire que les bandes annonces racontent un film que l'on voit, mais que l'on voit très peu. Alors qu'on a l'impression dans les bandes annonces que ça n'est que ça. Ouais. Et moi, en voyant le film, je me disais, mais en fait, je me demandais si ça n'allait pas être déçu. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Est-ce qu'on développe le truc par rapport aux bandes annonces ? Bah, pas forcément. Pas forcément ? Est-ce qu'on considère que nos petits buddies, nos petits éditeurs, ils ont vu la bande-annonce ? Oui. De Sinner. Bon, bah donc on peut en parler. Non, mais parce que dans la bande-annonce appuie à 95% sur la partie film d'horreur, donc on va développer, c'est à un moment donné, des vampires arrivent. On peut considérer que c'est pas un spoiler. Ouais. Donc il y a des blancs qui arrivent, et les blancs sont des vampires. Donc ils sont là pour sucer le sang des noirs. Donc il y a quand même une symbolique aussi derrière tout ça qui est très tournée autour de l'esclavage. Ouais. Hein. Et là, ça part dans une sorte de un peu de home invasion, c'est-à-dire qu'en fait les vampires veulent pénétrer dans le bar et tous les tuer. Ouais. C'est ça, hein ? C'est ça. Et la bande-annonce en fait ne montre que cette partie-là, alors qu'en fait c'est une partie qui c'est évidemment la fin du film, mais c'est beaucoup beaucoup moins important dans le film que ce que je pensais moi. Oui, complètement. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur cette histoire ? Pas forcément. On peut rajouter aussi, mais ça on va le faire dans le casting, mais que c'est sur l'histoire de deux frères jumeaux. Donc Michael B. Jordan joue deux rôles. Ouais. Et deux frères jumeaux. Et deux frères jumeaux. Qui est
et Stack. Et Stack, Smoke et Stack, 2 frères jumeaux. Du coup, les 2 gangsters qui reviennent à leur ville natale. Et après, c'est l'histoire que t'as racontée au début. Et ils ont chacun une sorte d'histoire d'amour un peu. Ils ont chacun leur histoire d'amour. T'en as un qui revoit un amour de... Je sais pas, on sait pas si c'est un amour d'enfance ou pas. Ah oui. Et l'autre qui tombe un peu amoureux. Je sais pas si on peut dire qu'il tombe amoureux, mais... Ouais. Bon. Je pense pas que ce soit ça qui soit C'est pas le mis cœur en du film. valeur dans le film. Pour le Oui, coup. je suis d'accord. Je veux quand même rajouter que sur cette histoire, il y a quand même un... moi, je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est... Ah oui, donc Une nuit en enfer, c'est Robert Rodriguez. Le film de Robert Rodriguez. Mais c'est marrant parce que je trouve que c'est un film qui arrive à faire une sorte de pont, justement, entre le film de Robert Rodriguez, le fun que ça peut avoir, Une nuit en enfer, et je te le montrerai... Tu verras à quel point il y a... Enfin... Il y a toute une partie du canevas du film, c'est exactement la même chose, mais dans un truc beaucoup plus fun et beaucoup plus horreur. Et ce que peut faire un Spike Lee autour de constituer des films autour de la culture afro-américaine, de ce que c'est que d'être un noir aux États-Unis, de leur histoire, sous plein d'angles différents. Et je trouve que ce film fait un trait d'union entre ces 2 types de cinéma qui sont... Pour autant très 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 différents et qui sont réunis au sein de ce film, et je trouve ça assez brillant. Oui. Après, moi j'ai pas vu Une nuit en enfer, donc je peux pas plus développer que ça. Oui, mais t'as fait aussi un parallèle avec comment il s'appelle, celui de Get Out et de Us, le réalisateur de... Je vois de qui tu parles, mais j'ai pas le nom. J'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué. Jordan Peele. Ok. Jordan Peele, c'est le réalisateur de Get Out, de Us, de Nope. Et tu faisais aussi ce parallèle, qu'il y a un côté un peu Get Out dans le film. Oui. Après, je l'ai pas dit dans ce podcast, mais je l'ai dit en sortant du ciné. Ouais, c'est pour ça que je le dis. Pour que tu le dises dans ce podcast, pour que ce soit enregistré. Ok, très bien. On sent qu'on est un peu rouillé, non ? Ouais, un peu, ouais. On a un petit peu de mal. Parce qu'on a encore battu notre record. Ça doit faire 1 mois qu'on n'a pas posté un épisode. Ah bon ? Ouais. Pour plus d'1 mois. Moi. Je pense pas qu'on ait posté un épisode en avril. Oh si. Si. Alors ça, j'en suis sûre. On va regarder, mais je crois pas. J'en suis... Bah, t'étais à l'autre bout du monde. Oui, mais on en a fait un avant. Ah ok, bon bah peut-être. On fait le casting ? Ouais. Alors, évidemment, la star du film, c'est Michael B. Jordan. Je te laisse en parler. Exceptionnel. Signé. Qu'est-ce que t'aimes chez lui ? Tout. Son charisme, sa manière de jouer, tout. Je le trouve vraiment excellent. Ok. Et on sent que c'est un type assez intense. Ouais. Ou en tout cas, il joue bien l'intensité. Ouais. Ok. J'essaye de sortir une analyse un peu plus construite que ouais, non, ouais, non. Non, tu veux pas dire quoi, un truc en plus ? Bah en fait, non. Ok. Bon, on adore tous les deux Michael B. Jordan. Ouais. Moi, je trouve que c'est une sorte de mini Denzel Washington. Alors, il n'a pas encore le range d'un Denzel. Et il faut voir... c'est ça. Faut voir s'il est capable de faire d'autres films ou pas. Exactement. En fait, c'est marrant parce qu'en revoyant là, sa filmo, tu te rends compte qu'il tourne peu, ce mec. Et donc, faut voir un peu comment ça va évoluer sa carrière. Le deuxième personnage principal, Miles Catton, Sammy Moore dans le film, qui est un peu le jeune qui recrute. Oui. C'est le cousin, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et qui lui est très bien aussi. Ouais, ils sont très bien. En fait... il fait très jeune. Il fait très jeune. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que c'est un casting qui est pas très connu. Parce que, hormis Michael B. Jordan, moi je connaissais personne dans ce casting. Ouais, mais c'est très bien. Enfin...
Je n'avais vu aucun, parce qu'on a aussi Saul Williams qui joue Jedediah, on a Jack O'Connell qui joue Remick, on a Andrénée Ward Hammond qui joue Ruthie, Tennage L. Jackson qui joue Béatrice. Elle, très bien. Ouais, elle, c'est l'amour de Stack, Ouais. de l'un des deux frères. Très bonne actrice. C'est un chouette personnage parce que je trouve que c'est pas du tout un archétype de love interest classique. Oui. Elle n'a pas du tout le physique du love interest classique très de la femme archétypale. Donc pour le coup, je trouvais que c'était vraiment très bien trouvé et ça fonctionnait vraiment bien. Ok. Réal. De notre cher Ryan Coogler. Donc Ryan Coogler, d'ailleurs ils se ressemblent, je trouve, entre Ryan Coogler et Michael B. Jordan. Ils ont un peu un physique similaire. Donc lui... Je suis absolument pas d'accord avec toi, mais... C'est vrai ? Ah non. Oh bah je trouve. Alors, donc, au niveau de sa réalisation, donc lui, on l'a connu avec des courts-métrages, et son premier long, c'était Fruitvale Station. Mais attends, mais je me demande si ça... Mais oui, c'était déjà avec Michael B. Jordan, son premier film. Donc tu vois, ça remonte à plus loin. Fruitvale Station, moi je l'ai pas vu, de 2013. Ok. Et ensuite, il fait Creed. Il a fait très peu de films. Il a fait très peu de films aussi. Ensuite, il fait Creed, Black Panther, il fait le Black Panther 2 et Sinners. Donc, très peu, hein. Ouais, il fait un film... Tous bien notés. Ouais, tous bien notés. Faudrait qu'on voit le Fruitvale Station. Ouais. Pour le coup, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être cool. Moi, je trouve que c'est un chouette réal. Très chouette réal. J'ai beaucoup aimé les couleurs qu'il a utilisées dans ce film. Ouais. Je trouve que ça fait un peu vieillot, et en même temps, c'est un beau vieillot. C'est très stylisé. Ouais. Moi, il y a une séquence que j'ai absolument adorée dans ce film, que je trouve vraiment brillante. C'est qu'il y a un moment donné où donc la fête part en fait dans le bar. Et une chanteuse. Ouais. Et t'as la chanteuse, t'as une chanteuse de blues qui commence à chanter le blues. Et là, t'as la caméra qui passe entre les gens qui dansent. Et petit à petit, en fait, tu vois plein de danseurs et de chanteurs afro de plein d'époques différentes qui chantent et dansent en même temps pour montrer les liens entre les âges. Et j'ai trouvé cette séquence absolument magnifique et très une incarnation hyper puissante de leur concept. Ouais. Tu vois de laquelle je parle de ça ? Oui, je vois très bien de laquelle tu parles. Et donc je trouve que c'est à la fois un réalisateur qui est inventif, mais dont les séquences fortes portent le récit. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment chouette. Les séquences fortes portent le récit. Ce que je veux te dire, c'est que je pense que t'as la symbolique du film, parce que rien que le titre du film, Les Pêcheurs, tu vois. Ouais. Donc il y a un truc qui est très lié à la religion et au fait qu'ils sont... comment dire, ils reçoivent ce qu'ils ont semé, tu vois, le côté parce que tu as péché, tu vas souffrir, un peu de cette manière. Ouais. Et donc t'as tout un concept autour de l'histoire des Afro-Américains à travers l'histoire, et la manière dont ils utilisent la musique pour transmettre leur histoire et se connecter les uns aux autres est incarnée dans une séquence qui est à la fois forte visuellement et avec une incarnation de leur concept. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Oui. Voilà. Oui. Tu es peu loquace. Bah non. Pour un film que t'as aimé. Bah non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai donné mon avis et j'en suis content. Non, mais je me trouve plus loquace que... Que d'habitude ? Ouais. Ok, bon, bah, très bien. Est-ce que t'as encore quelque chose à dire ? Avec toute cette locacité.
Ouais. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Quel âge? J'allais te poser la question. Je dirais, c'est un film interdit aux moins de 12. C'est pas hyper gore. Ouais, mais 12 c'est bien. Mais 12 c'est bien. Ouais, 12 c'est bien. C'est quand même... le final est quand même assez violent, sans être non plus complètement ouf. Ouais. C'est pas des substances, quoi. Mon fils. Et même, enfin, je pense que c'est pas le fait qu'il soit si gore que ça, mais même le fait, à mon avis, si t'es plus jeune, tu comprends pas forcément. Oui, toutes les choses qui sont plus discrètes dans le film. Ouais, les sous-thèmes, et puis surtout, c'est un film qui a un déroulé qui est assez atypique, moi, je trouve, quand même. Hein. Oui. Le tempo est assez étrange. Le tempo est assez étrange, la manière dont les choses se racontent, c'est assez étrange. C'est pas un canevas de scénarios et de films classiques. Et pourtant, tout va super bien ensemble. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mon fils, est-ce qu'on conseille Sinner, le dernier film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan? Ouais, et moi je termine par un bon 18,5. Est-ce que c'est pas la meilleure note que t'aies donnée dans les critiques père et fils? Non. C'est quoi la meilleure note que t'as donnée? De 19,5. Ah bon? Ouais, à pour qui? Soit Vermine, soit Parasite. Ouais, oui. Non, mais oui, Parasite, c'était pas pareil. Ok, très bien. Et moi, je le conseille aussi fortement. C'est peut-être le meilleur film que j'ai vu en 25. J'ai pas d'autre idée, là. Voire 24. Qu'est-ce qu'on a vu en 24? On n'a rien vu en 24. Bah, le truc, c'est que comme on n'avait pas fait le bilan, on les a pas en tête. Oui, pas faux. Voilà, c'est tout. Donc... Mais on l'a fait le bilan en plus, non? Non. 24, on l'a pas fait. Non. J'ai mémoire de l'avoir fait. Non, on l'a changé en un FAQ. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. On a fait un épisode spécial où ChatGPT nous posait des questions. C'est vrai. Oui, mais au final, on a un peu fait le bilan. On a fait un peu le bilan en même temps, ouais. On a fait un semi-bilan. On a fait un semi-bilan, mais moi je me rappelle même pas des films qu'on a mis en avant sur 2024. Moi non plus. Voilà. On est toujours hyper préparé chez Père et Fils. Toujours, voilà. Il y a au moins 3 ou 4 jours de prépa. Et voilà, c'est ça, exactement. Et donc je disais, et moi je lui donnerais aussi c'est peut-être pas un 18 pour moi, mais je lui donnerais un 8,5 solide. Sur 10. C'est 16, c'est nul. Non, alors on va revoir les maths ensemble. 8,5, c'est pas 16. J'ai pas entendu le et demi. J'ai 8,5. J'ai pas entendu le c'est un 17. Très bien, 17. Voilà. Est-ce qu'on donne le menu? Non. Pourquoi? Bah parce qu'on le sait. Ah bon? Bah oui. Ah oui. On sait oui, que non, le on film... dit pas. On dit pas. On dit pas? Ouais, j'avais Pourquoi? oublié. Bon. Non, parce qu'on dit pas. Ok. Bon. Suspense. Parce qu'on a déjà vu le film et on va enchaîner une deuxième critique. Ah oui. Oui. Je vois ton regard partir dans le vide. Genre, hein? Bon, bah, merci mon fils. Bah avec plaisir. À bientôt. À bientôt.